merci à tous. Donc c'est très bien que tu sois intervenu d'abord, mais enfin l'inverse aurait pu fonctionner aussi, dans la mesure où ce que vous a présenté Pascal, on a déjà eu l'occasion d'en discuter pas mal ensemble, et déjà il l'a présenté dans le cadre du dispositif que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a une interaction assez étroite entre les questionnements assez fondamentaux qu'a présenté Pascal, qui agissent assez fortement au sein de la pensée économique, notamment en développant des apports d'autres disciplines, d'anthropologie, de sociologie, de droit, et qui nous montrent que le cloisonnement relativement étroit dans lequel se situe la pensée économique est une forme d'impasse. Et Pétia a rappelé la grande actualité pour nous du point de vue de nos disciplines. Et donc ce qui est tout à fait intéressant donc, en écoutant Pascal, c'est de voir le type de questionnement qu'on a autour de la façon dont sont produits des ressources communes. Tu as beaucoup insisté sur l'immatérialité. Je pense que ce serait intéressant de revenir sur des dimensions de matérialité, parce que je pense que notamment dans les inégalités femmes-hommes, dans la répartition des revenus, dans les modes d'expression de la règle, la façon dont la règle s'incarne dans des instances, il y a des éléments de forte matérialité qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Donc ce serait un intérêt de mettre en tension ce que tu qualifies de règles matérielles et de voir, de règles immatérielles, voir quelle est la matérialité de ces règles immatérielles. Mais là c'est plus une réaction à ce que tu viens de dire. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. C'est d'un certain point de vue la composante recherche-action et la dimension de lien au terrain que nous avons mise en œuvre et qui, dans le cadre de ce programme, connaît un moment, je crois, assez important pour nos recherches. Et donc c'est autour des coopératives de production, et ça nous permet de travailler sur des formes, de nous intégrer dans cette question des multiplicités des formes concrètes de résistance à la crise, parce que les terrains sur lesquels nous travaillons se présentent comme, ou peuvent être vus comme, des éléments de résistance à différentes formes de crise. Alors le crise, c'est un terme peut-être très, très générique, mais qui a une acception assez forte en économie, notamment parce que, un peu comme le dit Bruno Terray, à propos de ce gros bouquin sur la monnaie qui s'appelle « La monnaie dévoilée par ses crises », la crise est un moment de révélation du fonctionnement postérieur d'un système économique. Et donc, on a des formes assez concrètes de résistance à la crise, et c'est des choses qu'on a pu voir sur des terrains en France et dans les échanges qu'on a eus avec nos collègues, notamment en Argentine et en Grèce, sur lesquels on a des terrains, fabuleux, des terrains de crise et des modalités concrètes dans la façon dont les sociétés s'organisent et des collectifs humains, tentant notamment de développer des dynamiques de réappropriation de l'économie. Donc on est là-dessus. Alors, j'ai fait des diapos trop bavardes, mais je vais essayer de m'en sortir avec quelques éléments de cadrage, après quelques éléments d'historique de notre groupe, et puis des éléments de caractérisation du projet. Je n'ai pas mis de chiffres, mais c'est en 3 temps. Alors, d'un certain point de vue, pour aller dans la continuité de ce qu'a évoqué Pascal, les coopératives, donc ici, ce qui nous intéresse quand on dit les coopératives, il y a plein d'acceptions des coopératives. On pourrait revenir sur la dimension historique de un peu plus de 150 ans d'histoire des coopératives dans le monde contemporain, mais là on parle plutôt des coopératives de production. Et d'un certain point de vue, ce que tu as évoqué nous permet de rebondir sur le fait qu'on est en tension entre des institutions formelles et quelque chose qu'on pourrait qualifier comme une pédagogie de l'action, c'est-à-dire qu'on a des règles en acte, ou des modes de production, des modes de répartition, des modes d'organisation qui connaissent des variétés. Voilà, on a une logique de processus dans lequel des collectifs humains cherchent à produire des règles immatérielles, comme tu l'as dit, mais aussi à s'inscrire dans la matérialité, c'est-à-dire à produire, à engendrer des revenus, à les répartir. Quand on regarde un petit peu la variété des modèles, on voit que la façon dont les chercheurs travaillent en France sur les coopératives et dont les pouvoirs publics se situent, il y a une approche qui est relativement formelle, et c'est en partie lié à la présence ou l'omniprésence de l'État social sur une assez longue période, voire même des formes de démocratie politique légale. C'est toujours intéressant d'avoir la grille d'analyse
ou les grilles d'analyse que l'on peut avoir en France, et puis d'aller dans d'autres terrains. Je disais Grèce, Argentine, mais ça pourrait être aussi la Bulgarie, parce que dans le labo, il y a une thèse aussi qui va s'intéresser à la Bulgarie, ou qui s'intéresse à la Bulgarie plutôt, où on a des situations dans lesquelles on est plus à distance de la norme formelle, et les travaux sur l'économie sociale et solidaire en Argentine sont beaucoup plus des travaux qui se qualifient d'économie populaire de travail, ou d'économie de la pauvreté, et du coup, les questions statutaires sont tout à fait distinctes. Ce qui est tout à fait intéressant pour la dynamique sur la pluralité, sur la pluralité des disciplines, mais sur la pluralité des sociétés, la pluralité des formes économiques, c'est qu'on retrouve des formes de coopératives qui sont tout à fait encastrées dans des modes d'agir à l'échelle locale, dans des systèmes de règles, dans des liens culturels. Voilà, donc on a une dimension d'encastrement, les lectures polanyiennes, donc autour de Karl Polanyi, ou reprenant la dynamique d'encastrement de Karl Polanyi, sont tout à fait mobilisables, puisqu'on est là dans des formes extrêmement variées d'encastrement. Bon. Ce qui nous intéresse, ce sont donc des dynamiques productives avec le lien à la logique entrepreneuriale, qualifier ces logiques entrepreneuriales. Il me semble nécessaire de rappeler, pour montrer l'actualité de ces enjeux, la dynamique de reconnaissance et d'institutionnalisation qui est en cours. C'est quelque chose qui est très présent à l'échelle de l'UE. L'économie sociale et solidaire est dans la programmation stratégique de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a un peu de visibilité, un peu de moyens. On considère ça comme un des éléments qui peut être un élément sensible dans la construction de l'identité de l'Union, et dans des stratégies qui sont aussi économiques, qui sont conjointement économiques et sociales, bien sûr. En France, on a une loi relativement importante, on pourrait dire même très importante, en juillet 2014. Donc bien sûr, une loi, ça ne veut pas dire que ça change tout, hein, vous savez bien, on n'accorde pas nécessairement une importance plus que raisonnable à la loi, mais la loi, d'un certain point de vue, est le résultat d'un processus dans lequel il y a une demande de reconnaissance. Il y a un certain nombre de tensions à l'intérieur du champ de l'économie sociale et solidaire. Toujours est-il qu'il y a cette loi sur laquelle je pourrais revenir si nécessaire, avec ce titre qui inscrit une certaine ambition, loi sur l'économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour créer des emplois dans nos territoires. On pourrait faire une belle dissertation reprenant le entreprendre autrement, le créer des emplois, le nos territoires. C'est un titre de loi. Hein. Des politiques aussi très incitatives en Argentine. Il est assez intéressant de déconstruire un peu la politique de Kirchner à propos de la politique coopérative d'économie solidaire dans des quartiers très défavorisés, en lien très étroit avec la logique assez particulière du kirchnerisme. Donc ça nous montre on a des acceptions extrêmement variées, et les travaux qu'on a fait ou qu'on a eu l'occasion de faire en Grèce cette fois-ci, notamment avec le grand syndicat IEC, c'est ça, hein, comme ça, nous montre une autre forme d'attention cette fois-là. C'est pas pour dire que l'État n'a pas d'attention, même si là il y a eu des changements récents extrêmement importants. C'est l'importance pour le syndicat de faire des formations à l'économie sociale et solidaire. Bref, variété des modalités de l'action. On pourrait développer autour de la loi, donc la loi choc coopératif, redonner le pouvoir aux salariés, renforcer les politiques de développement local, reconnaître le SS, consolider des réseaux, donc des objectifs relativement forts. Bon, on pourrait déconstruire un peu ce qui est de l'ordre du projet politique, mais ça donne une certaine ambition que l'on va retrouver dans les organisations. Je ne reviens pas trop longuement sur cette diapo. Juste quelques mots pour dire que voilà, on s'inscrit là dans le programme Société plurielle avec une certaine histoire, un groupe de travail dans lequel on a déjà eu l'occasion de travailler les uns et les autres, et l'existence du programme nous a permis de cristalliser, de donner un nouveau souffle. Donc on avait commencé à travailler ensemble à quelques-uns, notamment autour des figures de l'entreprise sociale. On avait fait 2 colloques à Paris 7 avec une dimension interdisciplinaire, notamment avec de l'histoire, mais aussi on avait invité des géographes, des juristes, bon, je dis pas les économistes parce que vous doutez bien qu'il y avait quelques économistes aussi. Rôle social de l'entreprise.
avec cette idée qu'on essaie de situer les différentes acceptions de ce rôle social. Après, dans le cadre de ce programme, on avait invité des collègues grecs et argentins, donc ça a donné lieu à un travail sur le terrain en Grèce, avec notamment autour des questions de formation. Et dès qu'on est sur les logiques de formation, on arrive sur un point qui va devenir très important pour nous, qui est, dans la logique de recherche-action, comment est-ce qu'on produit des connaissances, d'un certain point de vue, autour de ce qu'évoque Pascal, c'est-à-dire produire des patrimoines communs, produire des règles communes, et comment est-ce qu'on est dans des logiques d'accompagnement, c'est-à-dire produire du savoir qui puisse être utile, et produire du savoir avec les acteurs. Bien sûr, quand on dit de produire des savoirs avec les acteurs, c'est en même temps une grande ambition de recherche-action sur laquelle je vais dire un mot, et une difficulté parce que quand on est dans l'action, toute la distance critique mérite d'être prise, et bien sûr, ce n'est pas toujours évident, donc il y a une tension entre les principes énoncés, on est une coopérative, puis la réalité, tu l'as évoqué, notamment ces principes qui sont rappelés dans l'ouvrage que tu as rapidement présenté, sur lequel je dirais deux mots, l'égalité femmes-hommes, dans les coopératives, finalement, c'est pas beaucoup mieux qu'ailleurs, mais est-ce que c'est mis comme un principe? C'est pas mis en avant dans toutes les coopératives d'ailleurs, mais dans celle-ci, oui. Bon, donc voilà, donc une dynamique dans laquelle il y a eu des échanges internationaux, en Argentine, en Grèce, etc. On a fait venir les collègues argentins autour de cette extraordinaire histoire de Grisinopoly, avec ce qu'on appelle les entreprises récupérées, donc un mouvement qui est très important, qui a eu quelques échos forts ces 2-3 dernières années en France, sur des grandes entreprises récupérées, donc entreprises récupérées, phénomène de crise, la direction s'en va, voire le capital s'en va, avec des configurations distinctes, les ouvriers, le capital est mobile, les ouvriers, on ne va pas dire qu'ils sont immobiles, ce serait un peu dur, mais d'un certain point de vue, au sens territorial du terme, ils sont attachés au territoire, et voient comment est-ce qu'on peut préserver l'activité, la continuer. Donc c'est absolument passionnant. En Argentine, quand j'ai été invité, on est allé visiter des prisons dans lesquelles il y avait aussi des programmes de formation permettant aux prisonniers, du coup, de réfléchir avec toute une perspective interdisciplinaire pour se réapproprier des mécanismes économiques. Bref, un lien à des terrains extrêmement variés. Alors on a monté progressivement un collectif de travail dans lequel les économistes qui sont ici sont impliqués, et qui travaillent donc avec deux organisations qui sont des coopératives un peu particulières, sur lesquelles je dirai un mot juste après. C'est des coopératives qui regroupent des travailleurs et des travailleuses indépendants. Donc ils sont indépendants du point de vue de leur activité, mais ils sont coopératives du point de vue de l'organisation du groupe, c'est-à-dire du point de vue de la mutualisation d'un certain nombre de pratiques. Je reviendrai là-dessus, un modèle d'organisation un peu particulier, et d'ailleurs ça a donné lieu à une publication spécifique pour essayer de caractériser ce que c'est qu'une coopérative d'activité et d'emploi. Moi aussi, j'ai qu'à faire un peu de publicité pour les papiers que j'ai écrits. C'est pas, t'as raison. Voilà, donc il y a eu un financement FSE qui a été très important pour pouvoir financer ce point-là, donc Fonds social européen, donc plutôt dans la dynamique d'inclusion. Et l'idée, c'est de créer un réseau. Donc il y a conjointement une dynamique dans laquelle nous, on est moins impliqués, mais qui implique les deux coopératives, qui est de créer un réseau de formation et de co-accompagnement. L'idée, c'est de permettre à des coopératives d'accompagner des groupes pour qu'ils créent des coopératives, avec cette idée que la démocratie dans les rapports de production, c'est important, sans se faire toujours des illusions sur le fait que la démocratie fonctionne bien, mais les démocraties politiques, elles non plus ne fonctionnent pas parfaitement. Donc l'idée, c'est de réfléchir à une nouvelle étape de démocratie sociale, et de les réfléchir en actes. Et donc, un accompagnement du point de vue des collectifs et un accompagnement du point de vue de la recherche. Donc il y a un groupe de recherche-action sur lequel je vais dire un mot, mais qui participe à, pour nous, d'avoir accès à un terrain, à une réalité, et donc de la connaître. Donc on a déjà fait un certain nombre de rencontres sur lesquelles notamment Pascal avait eu l'occasion de confronter ses idées sur les communs avec les collègues coopérateurs et coopératrices. Et de participer à l'émergence d'un savoir qui soit utile dans le cadre de ces démarches de création de coopératives. Voilà, dans ce cadre-là, il y a du coup un certain nombre de thèses en chiffres qui ont émergé, sur les CAE d'une part, sur une comparaison Argentine-Bulgarie d'autre part, donc ça commence à bouger de façon
assez dynamique de notre point de vue, et c'est fort intéressant. Une nouvelle publicité pour notre ouvrage. Donc juste la particularité de cet ouvrage, c'est pas directement un ouvrage de recherche, c'est un ouvrage qui est un ouvrage de recherche-action, écrit à 20 mains, pas 20 petits chapitres, mais 20 à une seule écriture finale. En tant que tel, déjà, le processus d'écriture du bouquin est une belle démarche de recherche-action. Écrire à 20 mains, ce n'est pas comme la manufacture d'épingles d'Adam Smith, on ne gagne pas nécessairement beaucoup en efficacité du point de vue du temps passé, mais on a un ouvrage qui est coproduit. Et du coup, qui est traduit en espagnol aussi par nos camarades argentins, ce qui est toujours assez sympathique. Pardon ? C'est 20 mains droites ou 20 mains droites. J'allais dire qu'il y en avait qui avaient plutôt des mains gauches, mais je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là. Quelques éléments sur la recherche-action. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe recherche-action, j'ai envie d'évoquer juste un point qui a été évoqué par Henri Desroches, qui est un auteur assez important pour les collègues travaillant sur l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement sur les coopératives, au sens de coopératives de production. J'insiste sur coopératives de production, parce que vous savez qu'il y a des coopératives agricoles, il y a des coopératives de commerçants. Voilà, le groupe Leclerc en France, c'est une coopérative de commerçants. C'est donc des coopératives de consommateurs, donc des situations très variées, sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez. C'est d'ailleurs absolument passionnant. Mais là, on est sur des coopératives de production. En quoi une coopérative agricole, c'est pas une coopérative de production ? J'ai pas dit que c'était pas une coopérative. J'ai dit que c'est pas une coopérative de production dans le sens où, la plupart du temps, mais pas dans tous les cas, une coopérative agricole, c'est une coopérative dans laquelle des agriculteurs, des exploitants, qui sont sous des formes, par exemple, familiales, qui peuvent, des formes variées, vont mettre ensemble leur production pour la vendre. Et donc, c'est pas ensemble qu'ils produisent, c'est ensemble qu'ils commercialisent. Voilà, donc c'est un objet qui est distinct et qui a sa propre histoire. Et il y a un très grand développement des coopératives agricoles de ce point de vue-là, et aussi une grosse crise des coopératives agricoles parce que il y a de nouveaux modèles de courtage qui se sont mis en place, notamment en Europe continentale, et qui ont fait une grosse concurrence aux coopératives. Et donc le modèle coopératif a été mis à mal par un dispositif, on va dire, plus industriel. De la même façon que les coopératives de consommateurs, qui étaient florissantes jusque dans les années 60, n'ont pas passé le tournant de la révolution de l'hypermarché. Et donc ont été mises à mal dans leur forme d'efficacité, c'est une forme d'efficacité, par un modèle d'efficacité, on pourrait dire très rapidement industriel. Mais ça revient par petits morceaux, par les AMAP notamment, des choses comme ça. Donc c'est extrêmement intéressant sur des formes de... Les gestionnaires disent qu'il y a un accordéon, la distribution, pour montrer que les formes évoluent. Et juste un mot, du coup, par exemple, les coopératives de commerçants, eh bien, ce sont des commerçants, dans le sens des dirigeants d'établissements, par exemple de supermarchés ou d'hypermarchés, qui se réunissent ensemble dans un groupe, dans le groupe Leclerc, dans le groupe Super U. Mais dans un Leclerc ou dans un Super U, c'est pas une coopérative. Il y a un patron et puis il y a un salariat, dont on sait que les formes d'exploitation sont éventuellement pas le modèle social le plus efficient. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a une très très grande variété. Donc là on est sur coopérative de production, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui se réunissent. D'accord ? Pour dire qu'on pourrait travailler sur d'autres choses, mais bon, après il faut avoir les moyens, etc. Voilà, donc ce que je voulais... je peux évoquer la recherche-action à partir d'une mise en tension qui... Je ne sais pas si tu la connais bien, Pascal, mais qui pourrait t'intéresser par rapport à la relation que tu as évoquée à la règle. Oui. Ce que Desroches appelle la mise en tension entre l'économie sociale instituante et l'économie sociale instituée. Donc, c'est une vision un peu historique et institutionnaliste, évidemment, de ce que c'est que la coopérative. Donc l'économie sociale expérimente, elle produit des règles, donc tout ce processus de production de règles, afin... de pérenniser, de stabiliser son développement. Et donc, ce qui est intéressant dans cette économie sociale instituante, c'est le processus de production de ces règles, au sens du patrimoine immatériel. Donc là, en fait, ce que je vous présente, c'est en même temps le lien à Desroches, et en même temps, c'est l'objet sur lequel la recherche-action avance, en prenant appui sur des terrains, pour essayer de comprendre comment ça va effectivement se mettre en œuvre. Et donc, on a des démarches, qui instituent des règles, souvent plutôt des règles démocratiques, et attention, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, parce que c'est très compliqué de faire vivre la démocratie dans les rapports de production.
comment ça marche les pratiques solidaires, il y a ce que l'on énonce, il y a ce qui se met en place, et il y a la façon dont on peut l'évaluer, etc. Être instituant donne les moyens de poursuivre l'impulsion politique de départ, c'est-à-dire ça permet de ne pas être simplement dans l'énergie créatrice. Souvent, quand on regarde historiquement, les groupes qui ont fondé une coopérative, ils y vont, youhou les copains, on y croit, on est solidaires, et on a l'affect qui nous permet de bosser beaucoup trop finalement, puis au bout d'un moment, on s'épuise. Mais c'est très important ce processus instituant. De l'autre côté, on a de l'économie sociale instituée, et l'économie sociale telle qu'elle est reconnue par des lois, par des pratiques, par des règles internes. Et c'est d'un certain point de vue la façon dont les intentions militantes de départ se sont transformées en des routines. Tu vois, le prisme de Desroches par rapport à Ostrom nous montre qu'on a ici un appareillage pour aller regarder ce qui se passe sur les terrains dans les deux terrains que je vais présenter. Et d'un certain point de vue, lorsqu'elle est instituée, l'économie sociale fait respecter un certain nombre de spécificités formelles, et c'est à ce moment-là qu'il y a la règle, mais qu'il n'y a pas derrière nécessairement l'esprit ou les réalités, et donc il faut interroger, savoir si dans telle ou telle coopérative, bien que la règle soit respectée, on peut se poser des questions sur les points que tu as évoqués, que ce soit l'égalité femmes-hommes, qui est très rarement prioritaire par ailleurs, donc c'est encore plus sérieux, mais aussi la question de la participation des uns et des autres aux instances. Donc l'institutionnalisation, c'est plutôt un résultat et non un processus. Donc essayons d'analyser ce processus. Ce que nous dit Desroches, donc ardent défenseur des coopératives de production comme un processus vivant, c'est qu'il faut réfléchir à ce qu'il appelle l'animation coopérative. Et l'animation coopérative, en le terme, comment tu dis, grouillésien, ça se dit pas encore, hein. En termes grouillésiens, non, mais en termes ostromiens, c'est quelles sont les pratiques, et pas simplement les pratiques observées, mais les pratiques telles qu'elles vont être en partie formalisées, pas dans une grande formalisation dans la loi ESS, ni nécessairement dans les grands principes de l'Agence coopérative internationale de 1895 qui ont été répétés en 1995, mais dans ceux qui fondent les règles à l'échelle d'une coopérative. Et donc, là aussi, une hiérarchisation des règles. Et donc, l'animation coopérative, c'est faire vivre ces processus, et donc, d'un certain point de vue, pour nous, à propos des pluralités, c'est aller voir sur les terrains et produisons ce qu'on appelle, nous, parfois, économistes, des faits stylisés. Des faits stylisés. Des faits stylisés, c'est-à-dire d'aller voir des faits et pas de rendre compte de l'intégralité des faits, mais d'essayer de caractériser un certain nombre de faits sur lesquels on peut monter en généralité pour caractériser un objet. Comme les stéréotypes de Weber. Absolument, on pourrait dire ça. Oui, mais ça se construit. Et ça suppose une construction. C'est pour ça que c'est en relation directe, mais on verra après les discussions, ce qu'on appelle exactement les pratiques. Qu'est-ce qu'on en retient dans la construction du savoir. Tout à fait. 28, 48, ok. Bien, donc, Manucop, manufacture coopérative, c'est le petit nom de la manufacture coopérative. Manucop a comme objet donc de faire une forme d'accompagnement vers la coopérative. Et bien sûr, dans cet accompagnement, l'idée c'est de pouvoir travailler avec des chercheurs, avec des acteurs, et avec des acteurs qui sont, j'allais dire pas n'importe quel acteur, qui sont des acteurs qui sont impliqués dans des dispositifs de recherche-action, c'est-à-dire qui eux-mêmes développent une certaine réflexivité, participent à des espaces qu'on considère comme des espaces de recherche, de type colloque, production intellectuelle, etc. Et l'objet, c'est nous de regarder quelles sont les différentes méthodes, c'est-à-dire notamment les méthodes de l'animation coopérative, la capacité à produire un certain nombre de règles qui permettent de faire de la coopérative et puis d'avoir un regard critique sur le fait que ça marche ou que ça ne marche pas, parce que très souvent ça ne marche pas, bien évidemment. Donc il y a toute une tension ici avec les acteurs qui vont se retrouver parfois dans des propositions normatives. Les chercheurs aussi peuvent être dans des postures qui sont normatives, bien sûr. Une démarche pour avancer sur la méthode afin de penser les dispositifs qui permettent de coopérer
notamment dans le cadre de ces coopératives et d'activités d'emploi, de permettre à des indépendants, donc des salariés indépendants, de travailler en collectif, et ce deuxième point me semble particulièrement important, et c'est celui qui est en résonance avec ce que tu nous as dit, Pascal, d'essayer de réfléchir à ce que sont nos communs. Alors je ne sais pas si c'est la coopérative comme commun, ou si c'est un certain nombre de dispositifs comme éléments communs au sein de la coopérative ou au sein des coopératives. Ça, c'est un élément relativement important dans l'histoire du mouvement coopératif sur les 150 ou 180 années d'histoire du mouvement coopératif contemporain, de réfléchir à ce qui peut être une règle à l'échelle du mouvement coopératif et de produire un certain nombre de connaissances de manière à les transmettre, avec cette idée de transmission de connaissances, donc d'intégrer des formations pour pouvoir accompagner. Donc il y a des parties sur lesquelles nous, en termes de recherche-action, on est très impliqués, et d'autres qui mobilisent plus nos collègues dans leur dimension d'action commune dans cette intercoopération. Le terme intercoopération étant souvent utilisé dans l'histoire du mouvement coopératif. Voilà, et donc on se retrouve à développer nos terrains de recherche et avec des acteurs qui sont dans une démarche dans laquelle un élément essentiel est de se réapproprier les moyens de production. Et donc une dynamique dans le sens de résistance à une forme d'aliénation, pas la même aliénation que celle que tu as évoquée, mais l'aliénation dans le travail, avec une forme de réflexion sur les formes d'émancipation et dans le travail et dans l'auto-organisation. Donc bien sûr, la question des savoirs experts, des savoirs surplombants, de l'interrogation du statut du savoir, et notamment des formes de réappropriation du savoir, sont des éléments qui sont importants dans notre démarche. Et donc, dans ce qu'on a mené jusqu'à présent et ce que l'on met sur la table de la discussion, on peut dire qu'il y a 3 éléments qu'on pourrait dire des conclusions temporaires, qui sont déjà des résultats d'un travail mené et qui sont des points de départ à interroger. La coopération ne se réduit pas à des statuts, donc c'est toute la tension qu'il y a entre les règles formelles et les règles informelles, et donc d'interroger d'autres catégories de règles, de normes ou de routines. Bien. La coopération est un projet de nature politique, c'est un projet collectif qui renvoie aux formes de l'agir collectif, mise en tension avec la dimension strictement économique, dans laquelle le strictement ne devrait même pas vraiment être prononcé, puisque les conditions de l'agir économique étant définies par un certain nombre de règles collectives, de règles sociales. Mais là, pour nous, économistes institutionnalistes, c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans nos manières de travailler, sur le fait que ce que l'on appelle l'économique est pas exclusivement de l'ordre de l'économique, mais toujours ancré dans des systèmes de règles, et donc situé, d'où, d'un certain point de vue, l'évidence de la notion de pluralité des modes d'organisation. Et la coopérative est un processus en acte, c'est-à-dire que c'est pas un processus, c'est pas quelque chose qui est figé, qui est arrêté, dont on peut déterminer l'efficacité ou la valeur de façon intrinsèque, pas de loi générale là-dessus, mais réfléchir à la façon dont ces processus avancent. Moi, c'est quelque chose qui m'est apparu de façon particulièrement nette en relisant les travaux, notamment ce super bouquin de Michel Lallemand sur Godin, qui s'appelle La fabrique de l'utopie. Je crois que c'est La fabrique de l'utopie. Voilà. Qu'est-ce que c'est que d'ancrer dans des réalités de travail et des réalités organisationnelles un projet de nature qui porte un certain nombre d'utopies, mais qui s'ancre dans le réel parce que on travaille, on produit, on n'est pas désincarné, on n'est pas dans une dimension dématérialisée. Alors, je ne sais pas si je fais un... Godin, G-O-D-I-N, c'est les poils. C'est le fondateur des poils. C'est l'industriel qui a fondé les poils Godin, qui a créé le fameux ministère de Guise, et qui, après sa mort, a continué sous forme coopérative jusqu'en 1968. Donc c'est un lieu un peu unique au monde, on va dire,
d'espace dans lequel il y a complètement espace de travail, espace de vie, espace de formation, des écoles, des théâtres. Le visiter est vachement intéressant d'ailleurs. Je fais un petit topo sur la CAE ou pas spécialement? Peut-être pas. Hein. Non, peut-être pas. Bon, je vais revenir plus directement aux deux volets qu'on mène cette année, enfin, qu'on a commencé à mettre en œuvre déjà. Donc les coopératives de production dans la multiplicité des formes concrètes de résistance à la crise. Voilà, donc avec les collègues impliqués en éco, en sociaux, puis sur le volant recherche-action, on est dans une acception un peu plus large de la question disciplinaire, puisque les collègues viennent de différents horizons. Voilà. Il y a notamment aussi des linguistes, j'ai entendu qu'il y avait des linguistes, il y a aussi des linguistes. Bon, on a deux volets. Un volet qui se penche sur la question du genre, qui pour l'instant n'a pas été principal pour nous, mais qui est développé dans la manufacture coopérative par ailleurs, sur genre et gouvernance coopérative, des enjeux qui sont parfois invisibles, non signifiés, que certains portent, et sur la question de la visibilisation, donc je vais développer un tout petit peu ce point-là. Et le deuxième point qui est sur les formes de co-accompagnement à la coopération, et donc réflexion sur la variété des règles, des routines et de leur stabilisation ou sédimentation ou visibilisation pour produire des dynamiques résilientes dans la crise. Ce qui aboutira sur un colloque international qu'on a prévu le 9 octobre, qui mettra en perspective ces volets et sur lequel on a déjà lancé un certain nombre d'invitations internationales pour pouvoir échanger sur ces thématiques-là, avec donc des collègues, comme j'ai évoqué, notamment argentins et grecs, mais aussi catalans, sur lequel la dynamique coopérative est vous le savez peut-être, très avancée. Bon, il y a pas mal d'autres endroits, il n'y a pas que en Catalogne, dans l'espace espagnol, si je puis dire, il y a aussi dans le Pays Basque, mais on a pas mal de contacts en Catalogne. Bien, alors un volet sur des questions de genre, avec une réflexion sur les apports de la question du genre dans la pluralité des sociétés et le renouveau démocratique. Question formulée de façon assez globale, sur laquelle, bien sûr, nous n'aurons pas une réponse extensive, mais sur laquelle nous souhaitons avancer dans le cadre de ce qui fait nos spécificités, c'est-à-dire à partir de terrains sur les coopératives. D'un certain point de vue, c'est interroger les coopératives qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont porteuses d'utopie, de voir qu'est-ce qu'elles font sur le terrain du genre. Alors on pourrait dire que c'est un peu mal placé, c'est-à-dire déjà les coopératives font un effort de démocratie, on leur demande en plus de faire un effort sur le terrain du genre, et donc on leur demande beaucoup de choses, mais en effet on peut se poser un certain nombre de questions, savoir si la question de l'égalité femmes-hommes doit être prioritaire ou pas, etc. Bon. Toujours est-il que dans ces démarches, et aussi dans le bouquin d'ailleurs, tel que l'a présenté Pascal, c'est des éléments qui ressortent assez souvent, et dans leur organisation de recherche, puisque les deux coopératives avec lesquelles nous travaillons ont mis en place des commissions de recherche, donc un peu pas de la recherche au sens recherche et développement habituel, comme on peut avoir un gros service recherche et développement chez Thales, mais c'est des groupes qui se dotent d'une recherche, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que cette recherche est une recherche en sciences sociales. On n'est pas dans une vision d'un monde dans lequel la transformation se fait par la recherche en sciences exactes ou en sciences physiques, mais en travaillant sur soi-même et sur ses processus organisationnels. Et donc, dans ces groupes de recherche propres à ces deux coopératives, qui s'appellent Copanam pour l'une et Oxalis pour l'autre, ce sont deux des grosses coopératives d'activité et d'emploi en France. Hein. Copanam, il y a 700 personnes, c'est quand même une structure d'une certaine importance. Et donc on voit que les coopératives ne sont pas du tout étanches aux inégalités qui traversent la société, et notamment aux inégalités femmes-hommes, et donc avec un enjeu qui consiste à, pour les coopératives, visibiliser pour pouvoir travailler dessus, et pour nous, d'un certain point de vue, voir comment, à partir de deux terrains, ces questions, notamment sur le terrain de la gouvernance, sont traitées. Si la question de la gouvernance démocratique est compliquée, le si, c'est comme, évidemment, comme la question de la gouvernance démocratique, c'est quelque chose de compliqué, voyons aussi
ce qui peut se passer sur le terrain de l'accès des hommes et des femmes. Et donc, voilà, ce qui est en place, c'est une recherche-action donc, sur ces deux organisations, Copanam et Oxalis, et notamment partant des rapports de situation comparés. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un rapport de situation comparé, mais c'est une obligation légale de produire un rapport comparant les situations des femmes et des hommes en termes variés, avec une pluralité d'indicateurs. Dans des rapports, on produit des indicateurs qui vont se traduire sur des questions à propos des rémunérations, des qualifications, de l'accès à la direction, de voir s'il y a des plafonds de verre ou des plafonds ou des planchers collants, etc. On a des rapports de situation comparés. Ces rapports de situation comparés, on peut leur faire dire différentes choses et on peut, d'un certain point de vue, les comparer. Il s'agit de s'emparer notamment de ces objets. Il s'agit d'améliorer pratiquement de produire la base d'informations en matière de participation, parce que tout ça est souvent non formalisé, notamment qui participe aux directions, qui est dans le CA, comment se compose le sociétariat, comment se compose le pilotage des différentes commissions, des groupes de travail, qui votent, quelles sont les formes de participation femmes-hommes. On a affaire notamment à Copanam à une société dans laquelle il y a un grand nombre de femmes. Je crois qu'il y a, sans me rappeler, j'aurais dû noter le chiffre, près de 2/3 de femmes. Après, la question de savoir si dans le CA, dans le CA, il y a beaucoup moins de 2/3 de femmes. Voilà. Alors, donc, ils ont dû discuter, par exemple, l'année dernière, savoir si on mettait 50-50 dans le CA. Ou si on proposait une règle, je vais dire plus audacieuse, ou plus, je ne sais pas, différente, en disant le CA doit être composé à l'image de l'entreprise, c'est-à-dire s'il y a 66% ou 72% de femmes, 72% de femmes dans le CA. Eh bien non. Bien que ce sujet soit éminemment présent dans la société, ces décisions n'ont pas été prises. Là, on est sur l'émergence d'une règle ou pas, et savoir ce que ça peut donner. Et quand on regarde la répartition des rémunérations, eh bien, on a un écart de rémunération entre les hommes et les femmes, que l'on connaît bien dans l'ensemble de la société, mais qui est particulier ici, dans la mesure où, il faut au moins que je vous dise une chose, c'est que les deux sociétés, les deux coopératives d'activité d'emploi sont des coopératives très particulières, je l'ai dit, mais c'est un tout petit peu spécifique comme organisation. Donc dans ces organisations, les salariés, les personnes sont salariées, okay, donc un statut salarial, mais leur rémunération provient de leur capacité à trouver des contrats à l'externe, c'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement d'indépendant. Il y en a un qui va être consultant, il y en a un qui va vendre de l'huile, il y en a un qui fait des chapeaux, il y en a un troisième qui est coach, un quatrième qui est lobbyiste, etc. Et donc ils ont chacun, il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui gagnent peu, et ils ne sont pas solidaires sur le revenu, ils sont solidaires sur le reste, sur les formations, sur les espaces d'échange, etc. Et donc, c'est pas l'entreprise elle-même qui décide de mieux rémunérer les hommes que les femmes, mais le résultat, c'est que dans leur accès différencié à leur marché respectif, on se retrouve avec des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui sont tout à fait manifestes. Bon, donc voilà, il s'agit de mettre ça au clair, parce que pour l'instant, donc, vous voyez, on a un certain nombre d'idées, mais il s'agit de le stabiliser, de comparer au moins sur 2 entreprises, peut-être une troisième, on verra si c'est possible. Voilà, les collègues qui travaillent dessus nous ont proposé déjà de réfléchir à une notion qu'on pourrait qualifier de gouvernance excluante, bon, ce qui a un côté un peu punchy, mais il faut voir si c'est ça, quels sont les obstacles à la féminisation. Et bien sûr, ils ne vont pas être spécifiques à ces 2 coopératives, mais vont avoir peut-être des éléments de réflexion plus générales. Ensuite, on a une enquête, on va développer une enquête auprès des coopératrices peu ou non impliquées ou en retrait, essayer de comprendre les processus de non-implication, de sous-implication, de mise en retrait. Donc un petit focus sur l'exemple de la mise en place du quota femmes-hommes au sein du CA, que je viens d'évoquer brièvement. Un focus sur les salaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un groupe de sociologues qui travaillent actuellement dans ces 2 coopératives qui sont décidément sous l'œil de chercheurs pour mener une enquête assez fouillée sur les rémunérations dans les 2 entreprises, la stratification des rémunérations, la construction des rémunérations. Donc normalement on devrait avoir une base relativement fouillée
Voilà, donc une réflexion dans laquelle il y a une partie gouvernance, une partie rémunération, permettant de travailler sur cet enjeu, que tu avais d'ailleurs pointé comme un élément important, qui ne l'est pas dans les statuts des coopératives à l'échelle internationale. Quand on regarde les 7 principes de l'ACI, il n'y a pas l'égalité femmes-hommes. Bien. Donc quand on va d'ailleurs dans les colloques internationaux de coopératifs, comme partout, on voit des tas de mecs blancs et vieux. Hein, c'est pas une très grande spécificité des coopératives. Non, mais moi c'est ce que je dis souvent, je leur dis, je suis très embêté, vous voyez, je vais finir moi aussi comme un vieil homme blanc, et on m'a répondu un jour, tu n'es pas obligé de te définir comme un homme. Et j'ai dit, en effet. Bon, c'était pour l'anecdote. Non, mais je finis, puis après Oui, j'ai plus qu'une diapo. Tu me donnes combien de temps? Une diapo. Ah oui, 58, j'ai fini. Bon, deuxième diapo, donc j'en ai déjà parlé plus. Donc le deuxième diapo, c'est le co-accompagnement à la coopération, c'est dynamique résiliente dans la crise. L'idée, c'est de travailler sur des retours d'expérience à propos de co-accompagnement. Donc on a mis en place un processus dans lequel on a un collectif qui accompagne des groupes pour créer des coopératives. Et donc on a plein de petits groupes qui sont en train de créer des coopératives en France. Donc ça montre un certain renouveau. On a notamment un nombre significatif qui travaillent sur des coopératives plutôt agricoles, ou en lien à des questions agricoles ou environnementales, ce qui nous semble être un sujet à part entière d'ailleurs, en lien à la réappropriation de la terre et à cet enjeu de la relation à la nature. Et l'idée, c'est de construire un retour d'expérience. Alors là, on est bien avancé là-dessus, parce que d'un certain point de vue, le bouquin est déjà sur cet objet, pour essayer de caractériser les règles, de caractériser les conditions d'appropriation de l'accompagnement, la condition de la coproduction du savoir, pour permettre non pas de produire des règles qui sont en surplomb et qui s'imposent, et en fait souvent qui s'imposent mal ou qui s'imposent imparfaitement, mais de voir quelle est la capacité à produire du bien commun. Donc là, j'avais prévu de développer, mais finalement, je vous renvoie à ce qu'a dit Pascal sur la création de règles, définir des cadres. Et voilà. Non, je m'arrête là. Merci.